Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient résumer le deuxième cours magistral de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors aujourd'hui, on va parler du développement psychomoteur de l'enfant. Pour cela, nous allons développer 4 parties. La première parlera du développement des coordinations motrices. La seconde, des praxies et de la coordination bimanuelle. Une troisième partie parlera de la latéralisation. Et enfin, une ultime grosse partie parlera du dessin. Et on commence tout de suite avec le développement des coordinations motrices. À 6 ans, la structure globale des coordinations est mise en place. Cependant, il n'est pas encore mature et continue de se perfectionner jusqu'à atteindre une maîtrise motrice d'un adulte, ou plutôt la maîtrise motrice d'un adulte. Ce perfectionnement s'explique par la myélinisation et l'exercice moteur, qui engendrent des actions plus rapides et précises. Parallèlement, le corps devient moins souple. Cependant, les filles sont moins touchées que les garçons. Autour de cet âge, donc toujours 6 ans, on observe un perfectionnement de la marche, ainsi que des progrès dans la course, la capacité à pédaler, et aussi quand l'enfant reçoit et envoie des objets, par exemple un ballon. Ces actions vont devenir de plus en plus rapides et précises, jusqu'à l'âge de 12 ans environ, où un rééquilibre est nécessaire à cause de la puberté qui vient modifier le corps. Ainsi, le jeune doit apprendre à maîtriser correctement sa force et à ajuster ses gestes. On peut observer de 7 à 10 ans la présence de synkinésie. Il s'agit de mouvements parasites involontaires qui font suite à un mouvement volontaire. On peut citer l'exemple de 2 doigts qui se lèveraient au lieu d'un seul. Les synkinésies diminuent jusqu'à disparaître à la puberté et sont liées à l'immaturité du système nerveux. En cas de prolongement, ces mouvements involontaires peuvent être indicatifs de pathologies comme le TDAH ou encore un trouble moteur. À cet âge, des différences interindividuelles apparaissent, rendant observables de potentiels talents. Des progrès dans la coordination bimanuelle, la latéralisation et le dessin sont aussi observés. Et d'ailleurs, parlons maintenant des praxies et de la coordination bimanuelle. Les praxies peuvent être définies comme un ensemble de mouvements coordonnés produits pour atteindre un but. Elles sont apprises et se développent tout le long de l'enfance, donc de 2 à 12 ans environ. On peut citer divers exemples, comme faire ses lacets, ouvrir une porte fermée à clé, ou encore se brosser les dents. La coordination bimanuelle peut être définie comme la capacité à utiliser ses 2 mains de manière différente, asymétrique et coordonnée. Donc la coordination, on peut tout simplement définir ça comme un ordre précis, plus ou moins planifié. Alors, un exemple de coordination bimanuelle poussée est l'utilisation d'un instrument, comme le piano ou la guitare, car les 2 mains font chacune une action différente. Cette coordination bimanuelle apparaît souvent autour de 6 ans, sans pour autant être efficace. Donc au sens où elle se développera tout le long de l'enfance. Une recherche de Fagard, qui étudiait des adultes avec une section des corps calleux, a permis de mieux comprendre la difficulté qu'éprouvent les enfants dans ce type de coordination. Ces adultes opérés avaient des difficultés à apprendre de nouveaux gestes utilisant la coordination bimanuelle. Ainsi, Fagard a comparé au travers d'une expérience ces adultes avec des enfants. L'expérimentation est faite grâce au test du télécran. Le but est de tracer des traits en utilisant 2 leviers. Un premier permettait de diriger le crayon horizontalement, un second permettait de le diriger verticalement. Ainsi, les traits obliques pouvaient être tracés, mais les mains devaient se coordonner, donc ne pas forcément faire la même action. En plus de cette coordination nécessaire, une autre variable a été ajoutée, une différence de vitesse produite par les manivelles ou non. Alors, pour illustrer le télécran, j'ai fait un petit dessin, voilà. On peut imaginer un premier levier pour la main gauche qui s'occuperait de la partie horizontale, donc qui permettrait au crayon d'aller de gauche à droite.
Imaginons qu'il aille vers la droite si on le rabaisse. Et par exemple, un autre levier à droite qui s'occuperait de la partie verticale, donc de haut en bas. Et on peut prendre l'exemple que si on monte le levier, le crayon monterait vers le haut. Donc ainsi, par exemple, avec le premier levier qui descend et le second qui monte, on pourrait faire un trait oblique. Et donc c'est à quoi ressemblerait environ le test du télécran. Continuons et regardons le résultat de l'expérience de Fagar. Les patients et les enfants ont eu les mêmes résultats, sauf lors de la condition où les leviers produisaient des vitesses différentes. L'écart de performance était plus important pour les enfants. Les enfants sont donc plus sensibles à la contrainte de synchronie, quand les deux mains doivent faire face à des vitesses différentes. Les résultats sont les mêmes avec une tâche de tapping rythmique, dans laquelle les enfants doivent taper les doigts contre une table à un rythme différent selon la main. Une contrainte de symétrie a aussi été observée. Ici, on explique que la seconde main, autrement dit la main dominée ou non latérale, par exemple les droitiers, la main dominée c'est la main gauche, pratique l'action de la première main en miroir. Ainsi, lorsqu'un enfant, toujours aux alentours de 6 ans, doit dessiner un cercle avec chaque main, et que la main dominante, par exemple la main droite, trace le cercle du sens horaire, la seconde main, donc la main gauche, le tracera du sens anti-horaire. Alors de même pour l'applaudissement, l'enfant de 5-6 ans applaudira en déplaçant les deux mains de façon symétrique, alors qu'ultérieurement, il utilisera uniquement une main pour frapper la seconde. On passe maintenant à la troisième partie du cours, la latéralisation. Alors petite anecdote qui nous a été dit au tout début de cette partie, la latéralisation est aussi de mise avec des organes bilatéraux comme les reins. Après je me suis demandé pour les poumons, mais j'ai pas la réponse. On observe facilement que le corps humain est organisé en deux côtés, plus ou moins symétriques. Ainsi, une dominance d'un côté par rapport à l'autre peut apparaître. On peut avoir une dominance des mains, des yeux, des oreilles, des pieds. Et peut-être d'autres exemples. La latéralisation manuelle est divisée entre 87% de droitier, 11% de gaucher et 2% d'ambidextre. Alors nous ignorons pourquoi il existe ces différences dans la latéralisation, mais nous savons que des gauchers existent depuis l'existence des hominidés, avec notamment des traces de peinture rupestre qui laissent croire qu'il y avait déjà des hommes préhistoriques gauchers. Certains tests de latéralisation existent pour savoir si une personne est plus droitière ou gauchère. Ils sont composés de 10 à 60 items. Alors attention, avoir une main dominante signifie que nous préférons l'utiliser pour la majorité des activités manuelles, mais pas forcément toutes. Un petit exemple de questionnaire, on a celui d'Édimbourg ou d'Edinburgh, je ne sais pas comment on dit. La construction de la latéralisation est très progressive. Certains indices sont visibles durant la vie prénatale de l'individu, comme la main la plus utilisée lors de la succion. On peut aussi citer comme indice la main la plus utilisée lorsque le bébé attrape des objets. Alors attention car des fluctuations existent, ce qui signifie que la préférence peut changer, et ainsi un bébé qui attraperait majoritairement des objets de la main droite peut devenir gaucher. La dominance d'un côté peut être plus ou moins forte, au sens où il est plutôt rare qu'une personne soit droitière de la main, du pied et de l'œil. La mise en place apparaît à 3 ans, avant de se stabiliser ultérieurement. La main dominante sera toujours la plus utilisée dans des nouveaux apprentissages, et sera aussi la plus précoce dans divers actes sociaux. La distinction de la gauche et de la droite arrive après la latéralisation. Vers 5-6 ans, les enfants apprennent à situer la gauche et la droite sur eux-mêmes. Par exemple, si on lui demande où est sa main gauche, il réussira à répondre correctement. Avant de les distinguer dans l'environnement proche. Donc par exemple, on demande où est son copain, son copain est à sa droite. Voilà. Vers 7-8 ans, l'enfant est capable de donner la gauche et la droite d'une personne, prouvant ainsi la capacité de se mettre à sa place, ce qui nous rappelle la célèbre théorie de l'esprit. Pour finir, vers 10 ans,
l'enfant va réussir à donner la position relative de plusieurs objets dans un environnement. On passe maintenant à la dernière partie, la plus grosse, la plus attendue peut-être, le dessin. Le dessin est un excellent témoin de l'évolution, du développement de l'enfant. Il permet d'évaluer le développement psychomoteur, mais aussi intellectuel et affectif. Delphine Picard a étudié les dessins à travers par exemple des couleurs et a noté la nécessité de ne pas faire de conclusions trop hâtives. Quant aux couleurs par exemple utilisées par l'enfant. Alors, prenons un exemple, si un enfant dessine exclusivement en noir, cela ne veut pas forcément dire qu'il est triste. Le dessin émerge au cours de la deuxième année et disparaît la plupart du temps à la puberté, étant remplacé par le langage verbal. Alors, c'est Luckey ou Lackey? Je suis en train de... Non, c'est Luckey. Alors, Luckey est connu pour l'analyse effectuée sur les 1687 dessins de sa fille. Cette étude a permis le développement des connaissances sur le dessin des enfants. Il pose comme postulat que l'enfant dessinerait à partir d'un modèle interne, c'est-à-dire la représentation d'un objet au travers d'une image mentale conçue par les connaissances qu'a l'enfant sur cet objet. Au cours de sa seconde année, l'enfant remarque par hasard qu'il a laissé diverses traces derrière lui, par exemple quand il marche dans le sable, ou qu'on laisse du ketchup sur la table. Il doit comprendre que son action engendre la trace, donc l'action engendre l'effet, pour avoir envie de répéter son action. Alors Baldi, en 2005, a nommé barbouillage la période où l'enfant tente de reproduire les traces laissées. Le gribouillage correspond à l'action où l'enfant laisse des traces sur un support adapté comme une feuille de papier. Luckey précise que cette action engendre du plaisir à l'enfant, qu'elle doit être volontaire et répétée. Le gribouillage serait aussi un entraînement au développement des gestes de l'enfant. Là après on a Bullinger en 2005, peut-être qu'il faut le dire autrement mais je ne sais pas, vient préciser les besoins nécessaires pour s'améliorer au dessin. L'enfant doit apprendre à maîtriser ses gestes, à contrôler l'espace restreint du support et à maintenir un contrôle visuel qui permet le traitement des différentes relations dans le dessin. Par exemple, grâce à ce traitement visuel, l'enfant peut savoir si la jambe de son bonhomme est placée au bon endroit. Parallèlement, l'enfant doit aussi développer ses connaissances sur les objets qu'il représente afin d'augmenter le réalisme et la précision de ses dessins. Dans un dessin, contrairement au gribouillage, l'enfant a l'intention d'obtenir une représentation d'un objet. Il cherche donc à faire un dessin figuratif, c'est-à-dire qui représente quelque chose, et réaliste, qui ressemble à l'objet réel. Alors Luckey a décrit 4 phases de réalisme, toujours à partir des dessins de sa fille. Le réalisme fortuit, qui est obtenu par hasard en faisant du gribouillage, donc qui apparaît vers 2-3 ans. Le réalisme manqué, où l'enfant a l'intention de faire un dessin réaliste mais n'y parvient pas à cause d'un manque de contrôle de ses gestes, ainsi que des difficultés à coordonner les dessins dans son espace, donc souvent entre 3 et 4 ans. Le réalisme intellectuel, l'enfant dessine ici ce qu'il sait de la réalité et non pas ce qu'il voit. Il n'y a donc pas de prise de perspective. Par exemple, l'enfant va dessiner les jambes qui sont sous la table. Le résultat est ici plus proche de son intention. Cette phase montre aussi un progrès sur le plan cognitif ainsi qu'un meilleur contrôle des gestes et de l'espace. Donc le réalisme intellectuel apparaît vers 5-6 ans. Et pour finir, on a le réalisme visuel, où ici l'enfant dessine ce qu'il voit en prenant en compte un point de vue précis. Les gestes et l'espace sont maîtrisés. Donc là, entre 9 et 12 ans, que ce réalisme est acquis, on va dire. Alors après, on a Baldi, en 2005 toujours, qui a expliqué un autre changement entre la phase de réalisme intellectuel et visuel. Il précise que les dessins passent de formes géométriques juxtaposées à un dessin en ligne de contour, donc un ensemble plus unique. En 2009, il s'intéresse aux dessins de bonhommes. À partir de 120 dessins 120 dessins d'enfants âgés de 4 à 9 ans, il va décrire l'évolution de la morphologie du bonhomme. Il décrit 4 types de morphologie. Le bonhomme tétard, l'enfant trace un gros cercle où il va y placer le visage avant d'ajouter des membres autour de ce cercle. Donc pour faire un petit exemple, voilà, même si c'est vrai que dans le cours, déjà pas mal. Ben voilà, moi aussi je sais faire un homme tétard, je vais le faire du coup.
exemple d'homme tétard. L'enfant commence à faire déjà la tête, qui fait un gros rond. Il fait un visage plus ou moins réaliste. Et après, il ajoute des membres. Souvent, ce sont des petits traits. Voilà. Voire peut-être d'autres accessoires comme des cheveux. Le bonhomme pseudo-tétard. Alors, dans ce type de bonhomme, l'enfant laisse apparaître un début de tronc. Le chercheur interprète cette étape comme la volonté de vouloir faire un bonhomme conventionnel, mais en commençant par faire un bonhomme tétard. Donc autrement dit, ici, hop, on a l'enfant qui commence à faire par exemple une grosse tête où il commence à faire le bonhomme. Donc il fait exactement comme le tétard, sauf qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il n'y a pas de tronc. Et donc ce qu'il va essayer, c'est qu'il va essayer de rajouter un tronc par exemple comme ça. On a ensuite le bonhomme conventionnel qui apparaît souvent vers 5 ans. Alors, l'enfant développe ici une vision d'ensemble, lui permettant de mieux gérer l'espace. De plus, il arrive à planifier localement les différentes étapes de son dessin, contrairement au bonhomme pseudo-tétard qui montre des difficultés de planification. L'inhibition se développe aussi. L'enfant réussit à commencer son dessin autrement qu'en employant la méthode du bonhomme tétard. Des efforts sont donc nécessaires à l'enfant pour passer à ce type de bonhomme. Cependant, le dessin a toujours une allure géométrique avec quelques disproportions. Dernière info sur ce bonhomme, il est parfois accompagné de vêtements. Donc ici, on a l'enfant qui ne commence pas directement à faire le bonhomme tétard, il se dit je fais déjà la tête et ensuite je fais le tronc. Et après seulement, il commence à faire des membres pas un peu plus réalistes déjà, hein. Même si moi je fais des boudins, il faut juste que c'est plus réaliste. Voilà. Et ça a toujours une forme bien géométrique. Alors, on finit avec le bonhomme contour. Il apparaît vers 7-8 ans et correspond à l'approche maximale de la réalité. Les formes juxtaposées sont remplacées par une ligne de contour, mettant en valeur la capacité de planification globale que possède l'enfant. Enfin, ce bonhomme montre aussi la maîtrise du geste qui devient de plus souple et fin, permettant aussi un plus grand réalisme. J'ai écrit enfant et de enfin c'est. Corrigera pas Word, hein. Trop demandé. Donc là en fait ce qu'il faut comprendre c'est juste que avec la ligne de contour, il va faire le dessin d'un seul trait. Bon là je vais faire un petit biscuit, hein, mais. Voilà, là il n'y a pas de forme, c'est un tout. On va rajouter deux petits points pour que ça ressemble à un petit biscuit. Il faut noter que l'évolution du dessin n'est en réalité pas aussi catégorique que le laisse penser Baldi. Il peut exister des périodes de chevauchement, donc où l'enfant hésite et est en phase de transition tout simplement. Alors pour conclure sur les dessins, qui était finalement vraiment une partie longue je pense, je ne sais pas le temps que ça a mis mais je le dirai bientôt, nous pouvons dire qu'il montre bien le développement psychomoteur et cognitif de l'enfant. Il permet aussi de développer son intentionnalité, c'est-à-dire la volonté d'exprimer quelque chose. Alors c'est tout pour ce cours qui finalement est quand même plutôt long. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo.